Bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas assis sur un canapé mais sur un fauteuil, mais c'est tout pareil. Et là je crois qu'on a une illustration assez idéale. On se croirait presque au bon marché rive gauche avec cette petite, euh, cette petite mise en scène. Non mais c'est vrai. Donc le canapé, On voit les références du Figaro. oui, l'économie, ouais, voilà, on peut dire les Galeries Lafayette si vous préférez, Vincent Sussfeld. Mais le canapé, donc c'est ce meuble qui va nous intéresser là pendant 45 minutes, tous les 5. Le canapé, et d'ailleurs, je vous présente tout de même donc Vincent Sussfeld que je viens de citer. Vous êtes directeur général délégué ligne de métier internationale dans cette très grande maison qu'est la BNP Paribas. Alexis Trichet, vous êtes VP Stratégie, Data and Consumer Insight at Orange. Ai-je lu? Est-ce correct? C'est correct. Éric Trousset, directeur des relations externes de la BU Média chez la Poste, président d'honneur de l'IREP, par ailleurs. Et Claire Basini, directrice générale adjointe du groupe TF1, qui pilote la transformation digitale, je crois, ainsi que TF1+, etc., etc. Pour commencer donc cette discussion, une question un peu personnelle. Combien de temps chacun passez-vous sur votre canapé? Et je commence tout là-bas. Tout là-bas. Ça va dépendre si c'est en semaine ou le week-end. Oui. Je dirais une petite heure en semaine et plus le Par week-end jour? par jour. Une heure, Et, oui, et oui. puis, il y a aussi un facteur météo qui peut jouer. Bah, pas assez, mais en tout cas, c'est un moment qui est associé à du partage, à des échanges, à des émotions, que ce soit en famille ou avec des amis. Ouais, je dois être à peu près comme toi. Moi, c'est plutôt le week-end. En semaine, malheureusement, le canapé, il me voit Le temps, ouais, de ouais. très, très, Il voit très loin. très loin, d'accord. Très, très loin. Sans grande originalité, pas assez en semaine et peut-être un peu trop le week-end pour être totalement franc. Bon, il y a aussi un arbitrage avec le lit, donc il faut choisir Mais là oui, où on mais passe sa justement, soirée. exactement. En off, on disait justement, Totalement. le lit est aligné avec le canapé, c'est-à-dire qu'on peut consommer aussi dans le lit, mais ça c'est plus. Oui. Voilà, et puis il faut pas mettre la télé dans la chambre. Peut-être Sinon, ce sera l'objet d'une prochaine étude. Euh, Vincent Sussfeld, pour quelle raison vous avez initié cette étude justement sur la sofa-économie? Alors si vous l'avez initiée, j'imagine que c'est parce que c'est absolument essentiel et que ça concerne tout le monde. Alors, pour être honnête, on l'a pas complètement initié. C'est une idée du Hub Institute qui est venue nous la proposer. Elle résonnait de manière assez naturelle par rapport à notre tradition de faire des études sous le logo et la collection des observatoires du 7LM, plutôt consacrés d'habitude à différents types de consommation, la mobilité, la réflexion de l'habitat. Et là, on a trouvé que c'était une bonne synthèse par rapport à tous les sujets de transformation digitale. Et donc, on a été séduit par l'idée et on a décidé d'accompagner le Hub. Et on a beaucoup apprécié aussi la manière de faire, c'est-à-dire de créer cette coalition dont le livre est la synthèse. Donc, faut rendre ce qui est à César, ce qui est à César, mais on est très heureux de cette collaboration. Absolument. Rendons à Vincent Ducret cette excellente idée. Donc, j'allais le montrer le livre, mais le livre est en 2 exemplaires. Vous l'avez ici. Raphaël Fétic, vous êtes le consultant de cette belle assemblée. Question donc à la fois triviale, mais en même temps très concrète. Comment est-ce qu'on conseille ses clients? Comment est-ce qu'on agit face à cette économie du canapé? Qu'est-ce que ça vous inspire déjà? Est-ce que vous êtes vous-même client sur votre canapé? Et comment est-ce que vous appréhendez ce phénomène mondial, on peut dire? Totalement. Alors, j'ai une petite anecdote. Donc, mon métier, historiquement, c'est de comprendre ce que les gens font sur les sites web et d'amener cette connaissance aux entreprises pour vaste sujet. Intégrer tout ceci dans le parcours client. Et puis, de manière générale, aujourd'hui, on le fait, qu'importe la nature du canal, mais toujours avec cette préoccupation de la donnée, puisque on pourra en reparler. La transformation digitale a permis d'amener de la donnée à grande échelle sur vos comportements de consommateurs. Et il s'avère qu'un soir, je butais sur un problème, c'était chez La Redoute. Et en fait, en regardant le comportement de la personne qui était assise à côté de moi, j'ai compris ce que je voyais dans les chiffres sur le site. Et c'était en l'occurrence, elle s'efforçait de saisir un code promo. Et ça ne pouvait pas marcher puisque c'était pas un code promo pour elle. Elle avait trouvé sur un site de couponing. Et donc l'anecdote est là. Ça marche parfois, non?
Alors là, en l'occurrence, quand on est un non, petit peu pas chez la Redoute en connaissant. Radin, malin, entre guillemets, ça marche parfois, non? Mais on a à le résumé. Alors ça peut marcher peut-être pour d'autres. C'était pas le cas pour la Redoute, puisque là, comme je travaille avec les équipes de l'autre côté, je sais que ce genre de code était propagé par un consommateur qui l'avait eu, qui pensait que ça fonctionnerait pour les autres. Pas du tout. C'était un code individuel. Donc là, on voit un peu la concentration, c'est-à-dire qu'on était sur la conclusion. Il y a une deuxième dimension que j'aime bien, c'est pour raconter à quel point le sujet date pas d'hier et il s'inscrit dans une dynamique de progression très forte. C'est que très très tôt, on a vu avec mes consultants, quand on analysait les comportements sur site, que quand les gens étaient sur leur téléphone mais connectés en Wi-Fi, donc on pouvait supputer que c'était un lieu qu'ils connaissent, donc soit de chez eux, soit au travail, même si c'est plus rare. Donc on pouvait supputer que c'était chez eux. Ben, tout d'un coup, ça transformait beaucoup mieux. Les gens achetaient à plus grande échelle. Et donc là, on s'est dit, en effet, il y a une articulation. La maison est un lieu de conclusion de la vente. Au-delà de tout plein d'autres aspects qu'on pourrait évoquer sur la recherche d'informations, ainsi de suite, c'est un endroit où on conclut. Pourquoi ? Parce que je suis dans le canapé à côté de ma moitié, le co-décideur, ou des multidécideurs si on est une coloc et qu'il faut choisir par exemple le prochain canapé, parce que celui-ci est un peu usé. Donc voilà, donc on voit aussi ce côté place du village où on réunit tout le monde potentiellement, de manière plus ou moins fragmentée en fonction de l'heure de la journée, le week-end, la semaine. Donc hyper intéressant pour accompagner les entreprises. Et pour bien consommer, il faut un canapé convenable et confortable. C'est bon, ça y est. Un canapé convenable et confortable. Je n'avais pas prévu d'aborder ce sujet, mais je crois que plus le canapé est confortable, plus on consomme. N'est-ce pas ? Vous serez d'accord. Claire Basini, vous aussi, vous incarnez, je parlais de la chambre tout à l'heure un peu pour rire, mais la télévision, l'écran, c'est aussi l'objet, disons, qui est aligné avec le canapé. C'est donc vous êtes notre écran aujourd'hui, vous êtes l'écran de TF1. Comment vous appréhendez ce phénomène ? Est-ce que ça fait sens pour vous ? Comment en coulisses chez TF1, le groupe TF1, est-ce qu'on l'aborde ? Complètement. C'est vrai que qui dit sofa, dit salon, dit télé. Et c'est vrai que parfois, à Paris, dans des populations plus occupées, on a vite fait de se dire que la télé est morte, n'est plus consommée. C'est absolument faux. Nous, on va régulièrement chez les Français et en fait, on se rend compte que la télé est au centre de la maison et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier avec la technologie, la connexion de la télé qui permet énormément de choses. Et nous, on est vraiment dans l'ADN du groupe TF1, dont la signature est les Français ensemble, et où en fait, l'archi-majorité de la consommation, que ce soit sur nos chaînes linéaires ou le streaming, se fait sur un écran de télévision à plus de 75%. Et c'est vrai que c'est à la fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un usage du quotidien, puisque nous, dans le groupe, on a 30 millions de Français qui viennent tous les jours consommer des contenus sur les chaînes ou sur la plateforme de streaming. Donc c'est un rendez-vous quotidien, c'est par exemple 10 millions de personnes sur l'information, tous les jours, ou en streaming sur des séries quotidiennes, de la télé-réalité pour les plus jeunes. Et c'est aussi l'écran de l'événement, donc des grands matchs, des grandes soirées d'élection, de prime de la Starac, ou ce qui est vraiment très, particulier à TF1 et qui nous distingue de plateformes comme Netflix ou autres, c'est vraiment le fait de regarder ensemble et de vibrer ensemble et d'avoir une culture commune autour de grands programmes. Et d'ailleurs, on dit la télé, enfin on continue ce terme un petit peu suranné presque. La télé, en réalité, il y a plusieurs télés. Moi, je préfère parler d'écran. Voilà, oui, c'est ça, il y en a écran. plusieurs. Oui. Donc vous, c'est multiple finalement cette consommation. On travaille énormément, en effet, de la même manière que vous parliez du e-commerce qui doit être fluide. Nous, c'est pareil, c'est-à-dire que évidemment qu'on est multi-écran. Et au-delà d'être multi-écran, il faut que ce que vous avez regardé sur un écran, ce que vous avez mis en playlist, se reproduise sur tous les écrans. Donc on a énormément de développement et d'innovation autour de ça. Par exemple, du continuous watching, où on regarde quelque chose sur son téléphone, on allume sa télé et sans qu'on ait rien à faire, le contenu continue. Donc c'est vraiment hyper important pour nous. On est aussi dans les voitures, embarqués dans les voitures. Oui. On est vraiment partout. Et je reviendrai vers vous, selon l'expression consacrée, sur un business case typique, justement, de l'écran à la consommation. Mais je parlais de vintage, justement, ce côté télé
et je vais m'adresser au groupe La Poste, parce qu'il y a un personnage aussi important que la télé dans le groupe La Poste qui s'appelle le facteur. Qui n'est pas forcément vintage. Qui n'est pas vintage, il y en a 60 000 en France aujourd'hui, donc c'est un métier qui n'est pas vintage, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que la télé, dans l'esprit des Français, et le facteur, c'est un peu similaire, c'est-à-dire c'est quelque chose qui les accompagne au quotidien, en tout cas... le facteur, donc voilà, tout le monde a vu Bienvenue chez les Ch'tis. Le facteur, on connaît le facteur. Le facteur, c'est une des missions de La Poste, c'est de relier les humains, relier les humains aussi aux entreprises. On a quand même une grosse partie. Moi, je travaille sur La Poste Solutions Business, donc on est vraiment B2B. Et c'est vrai que le facteur, il incarne une des rares personnes que les Français sont capables de faire rentrer chez eux. Confiance absolue. C'est vraiment une absolue, je ne sais pas, mais en tout cas une fort coefficient de confiance. Et ça, c'est un point important, mais historiquement, le facteur, il apporte lettres et colis. Et puis on a développé des services aux personnes âgées, du portage de repas, du portage de médicaments, tout ça à domicile. On arrive même en B2B aujourd'hui à travailler pour l'INSEE, à faire dans certaines collectivités du recensement en ce moment, parce que justement, là encore, le facteur, il a la confiance des Français. Donc on capitalise totalement sur ce capital humain à domicile. Et ça, c'est vraiment un point important. Mais tu parlais de vintage. Nous, ce qu'on essaye au travers de la SOFA, c'est de montrer que dans l'économie des consommateurs, il y a des leviers digitaux extrêmement modernes, mais aussi des usages, je dirais, historiques qui perdurent. La télé, elle est quand même ancienne, elle se transforme, mais on a aussi encore des usages autour du catalogue, autour des flyers, et qui viennent compléter, qui ont une durée de vie, pour le coup, souvent sur la table basse du salon. Mais qui existent toujours, réellement, qui ne sont pas enterrés. Qui existent toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on avait... avant de connaître l'existence de la SOFA Economics, mais jamais trop tard pour bien faire, on avait mené des études avec Ipsos et BVA sur justement l'importance du domicile dans les parcours d'achat. Et ce qu'on avait pu montrer, enfin ça a à peine 5 ans, donc c'est pas très vieux, c'était au sortir... Donc 5 ans, c'est le moment à partir... Vous avez commencé à s'intéresser à cette économie-là, de celle dont on parle. Alors qu'on y était tous les jours au travers des facteurs. Mais on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et là, on a découvert que 86% des décisions d'achat étaient prises à domicile. Ça ne veut pas dire qu'on achète forcément du domicile, mais la décision. Parce que justement, on benchmark. On benchmark, on discute avec ses proches, on a vu un spot télé, on a écouté un spot radio le matin. Enfin, on a une vie. Et les décisions, sauf à vivre seul, on les prend souvent collégialement. Et même sur la liste de courses du quotidien, on a pu voir que dans 57% des cas, elle est collégiale. Ça ne veut pas dire qu'on va acheter tout ce qui est sur la liste de courses, mais il y a encore une constitution qui se fait à domicile. Et c'est là où on a pris conscience de l'importance du sujet. Chez Orange, je crois qu'on est aussi au fait de cette économie. Donc on a parlé de la Poste. Orange, c'est le téléphone. Tout le monde. C'est le téléphone. C'est à peu près aussi concernant que le canapé et que toutes les personnes en fait de ce panel. Vous occupez tous les foyers français, tous les 5. Vous êtes là et tout le monde vous connaît dans une certaine mesure. Alors écoute, ce que je peux te dire, c'est que effectivement sur on va dire ce qui se passe dans le foyer, évidemment, c'est un sujet d'intérêt majeur pour nous, puisqu'on amène quand même de la connectivité. On a parlé tout à l'heure de la télévision, des achats qu'on fait en ligne chez soi. En fait, nous, ce qui nous frappe, et en fait, on en a la trace tout simplement dans ce qu'on voit dans les usages des gens, c'est que ce sofa, en gros, c'est quand même, à la limite, un bureau, ça peut être une salle de classe, c'est un endroit où on se divertit depuis des années, c'est un endroit où, comme on l'a évoqué, on discute et on prend des décisions. C'est très frappant et je pense que ça a été dit à la fois par Eric et par Raphaël, et ça, on le sent. Et donc nous, en fait, la première demande qui vient vers nous, c'est tout simplement, comme pour prendre des décisions, pour faire l'ensemble de ces activités, il faut être connecté. Les gens nous demandent d'abord que ça marche,
que la connexion soit fluide, qu'elle soit sans couture, qu'on n'ait pas de problème. Et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille, évidemment, d'arrache-pied pour chercher à avoir, et c'est ce qu'on est, la meilleure qualité sur l'ensemble des opérateurs français. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que il n'y a pas de chiffre à ma connaissance, mais si la connexion ne marche pas au moment de consommation, ça peut retarder, voire annuler un achat, parce qu'il y a un énervement, un agacement. Tout le monde a connu ça, j'imagine, au moment où voilà, vous devez réserver votre voyage, vous devez commander sur un site et que la connexion n'est plus là, c'est agaçant. Et donc il faut une fiabilité encore plus... c'est le Graal de la fiabilité, si je puis dire. De toute façon, il faut considérer que maintenant, par tous, c'est considéré comme un service essentiel. Alors il y a parfois, et c'est tout à fait normal, des envies de déconnexion, mais ces envies de déconnexion doivent toujours être volontaires. La déconnexion involontaire, c'est vraiment pas quelque chose qui est souhaité. Et donc, ça fait l'objet, je l'ai dit, de travail très important de notre côté. Et après, je vous donne juste deux chiffres qui sont quand même intéressants. Dans les usages, ayez en tête qu'il y a quand même quasiment plus de 40% des usages mobiles qui se font au domicile. Donc c'est à peu près ça le chiffre qu'il faut garder en tête. Et que entre l'usage qu'on constate sur un smartphone et celui qu'on a sur la ligne Internet, il y a à peu près un facteur 10. En gros, vous consommez à peu près 20 gigas sur votre smartphone, donc 40% au domicile. Et sur la ligne Internet fibre, en gros, vous êtes plutôt à plus de 200. Donc en fait, la majorité des usages sont effectivement sur la connectivité de tous les appareils qui sont dans la maison. D'où son importance. J'imagine effectivement la tête des téléspectateurs de Koh-Lanta, Claire Basini, quand si Koh-Lanta est coupé, vous imaginez au plein milieu d'une épreuve. C'est nous qu'ils appellent là. Exactement. Quelle horreur. Ils appellent chez nous. Voilà. Avec raison, en disant mais qu'est-ce que vous faites ? Puisqu'on a la chance de distribuer toutes les chaînes à nos clients qui font le plaisir d'avoir Et nos la offres. plateforme. Et la plateforme, évidemment. Pire, C'est 5 vrai que- secondes Alors, de tout le monde différé sur un match de foot et j'entends les Ah oui. voisins qui... bien sûr. J'ai cité Bah, nous, on Koh-Lanta a les hotlines. ouais. Mais ce qui est hyper intéressant sur la connexion, je reviens à l'écran télé et au sofa, c'est que y a tout un univers de business, d'inventivité qui s'est créé autour du mobile, qui a été vraiment le premier écran à se connecter. Et la télévision, jusqu'à récemment, était un peu le parent pauvre de ça. Et en fait, moi, je crois énormément au retour en force de la télévision grâce à la connexion. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 8 foyers sur 10 qui sont connectés. Et ça va impacter à la fois des usages B2C et B2B. Je vous donne deux petits exemples. En B2C, par exemple, nous, on vient de lancer la faculté d'acheter des choses en micro-paiement sur TF1+. Donc c'est complètement inspiré, pour ceux qui connaissent, du gaming mobile, où il y a 3 modes de monétisation: la pub, l'abonnement, le micro-paiement. Donc c'est des achats de 10 centimes, quelques euros, pour avoir accès à des avatars, à des choses en plus. Nous, on a lancé la même chose, où on peut accéder à des contenus sans engagement. Pour moins de 1 euro, on achète des contenus en avant-première, sans pub, etc. Et ça, c'est vraiment rendu possible par la connexion de la télé. Le billing est complètement intégré comme en e-commerce. Donc ça, c'est une initiative B2C. Et en B2B, il y a toute la logique aussi d'innovation publicitaire, où en fait traditionnellement la télé est un écran qui sert à créer de la notoriété, mais qui n'est pas un écran qui est orienté vers la conversion, vers l'acte d'achat. Ça c'est fini. Donc on vient de lancer par exemple un format que je trouve intéressant qui s'appelle Shoppable Ads. Vous voyez une pub sur l'écran télé qui vous intéresse, vous cliquez sur la télécommande, donc c'est universel, et là vous allez recevoir sur votre mobile un code promo, un rendez-vous dans une concession, etc. Et donc c'est vraiment le branding associé à la performance, le meilleur des deux mondes entre l'écran télé et le digital. Et ce qui renforce le lien, effectivement, on disait tout à l'heure, entre l'écran télé et le smartphone, et entre plusieurs écrans. Vincent Sussfeld, vous, j'imagine, j'imagine pas, je le sais, qu'avec Vincent Ducret du Hub Institute, vous êtes au fait de toutes ces tendances. Comment est-ce que, en coulisses, vous appréhendez cela? Comment vous le gérez? Comment vous le rendez
première idée, c'est une accélération des modes de fonctionnement de nos clients et de leur manière de consommer. Et donc, en tant que prestataire d'un service financier, en particulier dans des modes B2B2C, on doit fournir des solutions qui aillent presque aussi vite que la digitalisation des usages hors recours à crédit. Et on voit bien que les standards, qu'ils soient sur des Amazon ou ses équivalents, ils sont extrêmement élevés et c'est un challenge pour toute l'industrie. Le tout dans un contexte extrêmement régulé parce que, comme dit, les bonnes publicités, un crédit vous engage. Donc, on a des obligations réglementaires et donc on fait un énorme travail de simplification pour se mettre au plus juste. Et donc, je vous invite typiquement à tester un certain nombre de nos parcours aujourd'hui. Par exemple, Apple en France, on travaille aussi avec Orange et on est encore dans l'amélioration de ce parcours, mais on fait beaucoup de progrès, où on cherche à réduire le nombre de champs, à s'appuyer sur la donnée, pour qu'en fait, vous mentionnez tout à l'heure l'interruption du Wi-Fi, mais le crédit dont j'ai besoin pour acheter un téléphone, si je l'ai pas, j'achète pas le téléphone non plus. Donc on est aussi à un moment une condition du succès de l'achat, et notre exigence, notre nécessité, c'est d'être à ces meilleurs standards. Oui, mais c'est l'objet de ce panel, c'est que là vous êtes une ligne droite, vous vous tenez la main, enfin vous ne tenez pas la main, mais presque, c'est-à-dire que si l'un de vos services défaille, l'autre subit obligatoirement cela. Bien sûr, et puis après on cherche à aller dans de nouveaux univers de consommation. On a annoncé hier une collaboration avec la Poste pour mettre via la banque postale des offres de financement et de sélection de voitures online. Ça démarre, on l'avait déjà fait un peu chez BNP Paribas. C'est une offre nouvelle où l'ensemble du groupe accompagne la banque postale dans cette offre. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus, on va dire, futuriste. Il y a déjà des achats full online de voitures, mais c'est encore, on va dire, moins commun que des services audiovisuels, de voyage et autres. Et donc, on sait que ça monte, on sait que on veut pouvoir comparer, mais aussi aller jusqu'au bout de l'acte d'achat. Et typiquement, un relais comme la banque postale va être une formidable accélérateur, nous semble-t-il, de ce type d'usage. Vous parlez d'achats communs, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des achats, est-ce que l'achat commun devient de plus en plus démesuré? Parce que effectivement, on peut acheter, pour caricaturer, j'en sais rien moi, un stylo plume ou des fournitures de bureau. Enfin, en gros, on peut dépenser 10 € sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous parlez de voitures, est-ce que vous constatez que les consommateurs dépensent de plus en plus de paniers qui peuvent avoir Très clairement, plusieurs milliers d'euros, pardon. Très clairement, les usages sont aujourd'hui dans toutes les générations et à tous les niveaux de prix. On est passé du panier du livre ou de quelques services, on va dire simples, à évidemment des courses, évidemment du voyage. Donc c'est déjà sur des paniers plus élevés et on évolue sur l'équipement de la maison. Un canapé, pour ne pas le citer, une télévision, c'était déjà assez standard. Mais aujourd'hui, on a déjà des achats en ligne. Je citais la voiture tout à l'heure. Ça commence à être des paniers très significatifs. Un acteur comme Tesla, d'ailleurs, a été très innovant là-dessus parce qu'ils ont poussé dès le début la capacité d'acheter des véhicules fully online. Déjà il y a quelques années, ce qui n'était quand même pas le standard du marché. Et donc BYD, BYD, si on rentre dans ce détail, c'est quand même beaucoup sur des dealers et donc du coup rentre dans des mécanismes un peu plus traditionnels, mais très clairement ils vont y venir. Après, on reste quand même sur des usages qui restent plus modestes, plus limités, mais on peut dire que il y a des journées hybrides. Si vous allez sur le Bon Coin, la Centrale ou autre, vous avez de repérer un véhicule d'occasion de qualité, le financer éventuellement sur le site, et surtout à la fin aller l'acquérir chez Aramis, pour donner un autre exemple. Raphaël, je vous donne la parole juste après, mais vous dites acheter, donc c'est un peu une mise en abîme de cette discussion, mais l'achat d'un canapé sur Internet, c'est devenu commun, et ça ne l'était pas il y a, je sais pas, 20 ans, parce que on a besoin de tester quelque chose, de s'asseoir dessus. Oui. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il faut plein de points de contact différents dans la vraie vie, en digital, de la télé, du mobile, voilà. Et je pense que ce qui est intéressant sur cette dimension d'achat à plusieurs, c'est que là, on est encore, pour moi, dans vraiment ce qui fait la spécificité de la sofa économie. Et je reviens sur l'écran de télévision. Nous, les annonceurs, et c'est vraiment ce qui nous distingue, y compris versus des plateformes payantes de SVOD, c'est cette dimension d'écoute conjointe. On mesure. Et donc, les annonceurs viennent chercher
la télévision et des environnements spécifiques de certains programmes parce qu'ils savent qu'il y a une personne et demie, 2 personnes devant l'écran, ce qui n'est pas du tout le cas de la publicité digitale par essence. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. C'est important, Raphaël. Alors, je vous ai vu plusieurs fois lever la main timidement, mais je vous ai bien vu. Dites-moi. Non, mais je pense que ce qu'on évoque, c'est sur un acte d'achat, il y a besoin d'accès à de l'expertise et à de la connaissance. Or, il s'avère que Internet reposant sur l'informatique, traitement de l'information automatique, ce beau néologisme français, il y a derrière une logique qui passe encore à l'échelle maintenant avec l'agentique, et je tenais aussi à mettre un peu l'éléphant dans la pièce, parce que aujourd'hui, un consommateur a accès à un niveau d'expertise sans se déplacer, qui ne lui était pour l'instant jamais possible d'avoir. Sinon, en allant rencontrer l'expert, et l'expert était quelqu'un d'inaccessible parce que derrière un agenda, il fallait prendre un créneau ou se déplacer à plusieurs kilomètres. Et vous nous dites effectivement qu'avant, on prenait sa voiture pour aller acheter quelque chose. Aujourd'hui, on achète sa voiture sur l'écran. Exactement. La boucle est... Et la boucle est bouclée, mais avec quand même des moments plus marquants, et je prends pour preuve, je pense, l'élément le plus marquant, notamment pour les Français au sens large, c'est l'achat de leur résidence principale. Et j'avais vu des gens qui voulaient aller jusqu'à permettre d'acheter et payer au moins un acompte significatif, on parlait de 3-4% de la valeur du bien, avec signature du mandat en ligne. Bon, ça n'a pas marché. Naturellement, on a senti que c'était un grand saut dans l'avant, un premier investissement, primo-accédant, ainsi de suite. Enfin, là, on a besoin d'accéder encore à l'expert qui va nous rassurer, qui va nous décrypter ce qu'on est en train de faire. Peut-être une grosse bêtise ou pas, mais on a besoin d'avoir une personne en plus. Mais quand on voit pour le reste, entre la proof sociale, donc tous ces avis que l'on trouve sur les produits sur Internet, alors, je ne sais pas s'il me plaira à moi, mais comme il y a 500 avis sur le produit, je peux commencer un petit peu à regarder. Alors, en plus, maintenant, avec l'agent, il peut me faire l'analyse et il peut aller chercher le critère qui est important pour moi, qui n'est pas forcément important pour tous. Et de l'autre côté, il a la synthèse d'un ensemble de documents, de livres et de choses auxquelles il a pu avoir accès. Ben, finalement, voilà, avoir accès à un expert n'a jamais été aussi simple et peu coûteux pour un consommateur. Éric Trousset, au milieu de tout cela, on parlait tout à l'heure du facteur, mais il y a des métiers se transforment parce que ça a un impact, évidemment, tous ces achats compulsifs, les habitudes de consommation, le courrier qui est de plus en plus plutôt absent dans la boîte aux lettres. Le métier de facteur, justement, j'y reviens, parce qu'encore une fois, c'est une personne que tous les Français connaissent. Il a des nouvelles missions, des nouvelles tâches, et ça, vous connaissez bien ça aussi, je crois. Oui, je vois juste, avant de répondre à cette question, mais vous allez voir que les deux sont connectés, il y a un chiffre que j'ai omis de partager au début, c'est qu'on a pu mesurer l'année dernière qu'en moyenne, un Français passe 9h29 à domicile de temps éveillé. On a fait une mesure sur 6000 personnes. 9h29, ça laisse le temps d'acheter quelques trucs. De temps. Alors vous allez me dire, ok, il y a le week-end, oui, mais même si on prend que la semaine, que les actifs, mais dans les actifs, il y en a 35% aujourd'hui qui ont au moins une journée de télétravail. Et donc quand je suis en télétravail, je suis chez moi. Il y a une partie des actifs qui est à temps partiel. Donc cette moyenne, elle cache certes des différences, mais ce qui m'a vraiment marqué dans ces résultats, c'est que même les jeunes qu'on pourrait imaginer extrêmement tournés vers l'extérieur, ils sont, alors je ne sais pas si c'est du repli, parce qu'on n'a pas cette mesure historique, mais en tout cas, les jeunes passent à peine moins de temps que leurs aînés à domicile. Alors, pour en revenir non, c'est comme un chiffre, ça, c'est ma dernière question, vous me la spoiliez. Sur effectivement le rôle du facteur, et vous l'avez dit, quand on a effectivement moins de volume de courrier, ça c'est une réalité. Il y en a encore 5 milliards à distribuer par an, ça fait un petit peu de volume, et puis quelques centaines de millions de colis. Pour autant, le pari de la Poste, c'est de se dire finalement, puisqu'on a tissé ce lien fort, ce lien de confiance, essayons de développer des nouveaux services à domicile, parce qu'il y a une vraie attente. La France vieillit, il suffit de voir les statistiques, il y a quand même un vieillissement avéré. Et donc, c'est du portage de repas, je le disais, du portage de médicaments, la visite de personnes âgées. Et ça permet du coup de maintenir à domicile
un certain nombre de catégories finalement de la population. Et maintenir un lien, surtout. Et de maintenir un lien humain. Parce que vous disiez tout à l'heure, on a confiance, le facteur c'est un individu de confiance, là il y en a encore plus, parce que vous dites portage de médicaments, livraison de repas, il y a une intensification de cette relation finalement. Absolument. Et alors, pour l'anecdote, et ça va faire le lien avec l'activité de Claire, la première finalement sortie, je dirais, du facteur dans des métiers nouveaux, c'est quand il y a eu le déploiement de la TNT, qui pouvait être quand même un choc pour les chaînes historiques, où d'un seul coup, l'antenne râteau ne fonctionnait plus. Eh bien, en fait, dans certaines localités, il y a des facteurs qui étaient appétents à la technologie, ont été formés pour venir initialiser les téléviseurs pour que les Français, qui le voulaient bien, bien sûr, puissent recevoir la TNT. Donc, c'était finalement, ça a été une expérience localisée mais réussie, et ça a finalement entraîné des nouveaux services. Alors, toujours bien sûr dans la limite de ce que les facteurs peuvent déployer, mais en capitalisant sur ce lien humain. Et je pense que ça, c'est le point fondamental. Alexis Trichet, je vous ai vu me regarder avec insistance à l'instant. Vous avez l'œil. Ouais, bah, évidemment. Non, mais je voulais faire, sur la base de la discussion qu'on vient d'avoir, sans affoler tout le monde, mais pour rappeler que pour que cette sofa économie elle fonctionne dans les meilleures conditions, qu'on soit tous dans nos canapés à profiter de tous les services qu'on a évoqués, on a quand même un sujet et sur lequel nous on est très mobilisés, qui est de faire en sorte que d'un point de vue cyber, les choses soient sûres et certaines. Est-ce qu'un consommateur qui a peur d'acheter oui. Pour des questions effectivement de cyber, de fiabilité, etc., il n'achète pas? Oh ben alors, d'autant plus que vous le savez, parce qu'on l'a tous entendu, mais là, nous, on le voit de nos propres yeux. Effectivement, l'IA, ça abaisse la barrière de la capacité des attaquants en mettant, en gros, des choses qui étaient jusqu'à présent plutôt dans les mains vraiment d'équipes très organisées, dans les mains vraiment du hacker lambda. Et donc ça, on le voit. Donc je ne saurais que vous inciter à vous équiper. Nous-mêmes, on essaie de faire un effort pour aider les Français à s'équiper d'offres de cybersécurité. Je pense qu'on n'a pas une compréhension suffisamment fine, en tout cas dans le grand public, de ce qu'il y a effectivement dehors. Et c'est pas effectivement pour le grand public, c'est pas le côté le plus, disons, le plus sexy de la chose. Mais Vincent, vous n'allez pas me contredire. L'IA, l'argentique, tous ces outils ultra modernes qui évoluent de jour en jour, ça c'est un pan de votre business absolument énorme. Je sais pas si c'est un pan de notre business, mais en tout cas c'est un pan de nos dépenses. Il y a une course un peu infinie et qui s'est accélérée évidemment avec l'IA générative, la capacité de gens à créer des arnaques, des fraudes, de formes de phishing multiples. Ça c'est en hausse, ça. Oui, c'est en hausse et c'est de plus en plus sophistiqué. Aujourd'hui, vous pouvez produire des faux papiers en quelques secondes avec une IA, et il faut d'autres IA pour essayer de comprendre que c'est des faux papiers. Donc, et dans un parcours, si je prends nos exemples de crédit, on investit énormément pour détecter ce genre de choses. On va vous demander de vous photographier avec des liveness, entre autres pour ça. Donc voilà, et c'est toute l'industrie qui est dans et que ce soit au moment de l'acte d'achat sans financement, ou que ce soit dans le cadre d'un parcours de financement. L'avantage quand vous êtes un fraudeur, si vous y a un financement, c'est qu'en plus vous n'avez pas payé le device. Donc c'est quand même mieux si vous voulez le revendre. Donc ça c'est un sujet. Le deuxième qu'il ne faut pas mélanger, c'est tout ce qui est agentique, en particulier autour du commerce. Peut-être deux convictions à ce stade. Ça va très vite. Ça, je pense qu'on est tous là pour en parler, des témoins ce matin. Il y a quelque chose qui est déjà là et qui va s'accélérer, c'est la transformation du Google Search ou du SEO dans des ChatGPT, Gemini, Claude, ce que vous voulez. Et là, il faut qu'on soit prêt le plus vite possible. On peut développer, mais ça, c'est vraiment le sujet. Ce qu'on regarde, nous, avec un tout petit peu plus de prudence, c'est le jour où chacun d'entre nous déléguera à son agent un acte d'achat complet, voire d'un acte de crédit, parce qu'à un moment ou à un autre,
en tout cas à titre personnel, mais je pense que je ne serai pas le seul, j'ai envie de rester un minimum en contrôle et pas de me retrouver d'avoir acheté un nouveau canapé ou une nouvelle télé alors que j'avais éventuellement évoqué l'idée mais que c'était pas clair et que l'IA a un tout petit peu surinterprété. Et justement, est-ce que vous constatez aussi, donc là vous dites que les fraudes et les tentatives de fraude des pirates, etc. sont en hausse, est-ce que la méfiance est également en hausse? Est-ce que les gens deviennent même peut-être, pardon, je caricature, mais parano quand ils achètent en ligne? Je pense pas qu'ils deviennent parano parce qu'on voit que l'augmentation est systématique et que plus c'est simple, plus ça avance. Des institutionnels ou des associations comme les nôtres essayent de pousser à la vigilance. Donc faciliter n'exclut pas le contrôle ou la vigilance, et on est dans cet équilibre. Et il y a un certain nombre d'initiatives de place, des BeConnect et autres, qui doivent donner demain de l'identité digitale standardisée, et ce qu'ont déjà un certain nombre de pays européens, en France on est un petit peu en retard là-dessus, seront des éléments, on va dire, de réassurance réciproque. Si nous, on a une identité confirmée de nos clients et que nos clients savent que nos portails, nos apps sont très sécurisés, tout le monde restera dans cet environnement de confiance. Et pour le coup, en tant qu'acteur du monde financier, la confiance, c'est la clé de notre savoir-faire et de notre promesse. Et donc, on est extrêmement vigilant. Donc, la réponse, elle est un tout petit peu plus subtile que formulée. Vous souhaitiez? Oui, sur la sécurité, je tiens à rappeler qu'à une époque, acheter à domicile, c'était possible, ça s'appelait la VPC, et la VPC en donnait ses 16 chiffres à un conseiller, une conseillère. Alors, quelle année? Oh là, je l'ai encore vu dans les années 2010, voilà. c'était encore actif. On a l'impression que c'est le Moyen-Âge, alors que c'est il y a à peine 15 ans. Quoi. Appeler un humain, lui donner ses 16 chiffres sans savoir exactement ce qu'il allait en faire par la suite, plutôt que de laisser leur numéro sur le site web. Parce qu'à l'époque, ce qui était dangereux, c'était le site web, on ne sait pas qui est derrière, qu'est-ce qu'il fait. Par contre, si j'ai un humain au bout du fil, là, ça allait bien de laisser les 16 chiffres. Donc moi, j'étais très surpris à l'époque, mais j'ai maintenant, compris l'IA que c'était imite l'humain. Oui, alors tout le sujet, c'est la confiance dans les marques, la confiance avec les acteurs avec lesquels on interagit. Et donc, c'est notamment un des sujets qui tourne autour de l'accès au domicile. C'est, parler de la Poste, le facteur, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. C'est qui je laisse rentrer dans mon domicile, de manière consciente ou inconsciente, mais à qui je vais filer ma donnée, à qui je vais donner les clés de ma maison, à qui je vais laisser la possibilité, en effet, d'avoir des surfaces d'attaque, et ainsi de suite. Et ça, je pense, c'est hyper important, et c'est une dimension que les marques travaillent pas forcément, mais qui est indispensable pour avoir de la data, mais qui est aussi indispensable pour rentrer dans le domicile et développer un lien de confiance, et notamment se dire, on va pas tenter de me vendre un truc que j'ai pas demandé, on va pas essayer de me placer le produit à plus forte marge, donc ça aussi, transparence sur les algorithmes, et ainsi de suite. Donc, il y a tout le volet IAC dont on pourrait parler, mais qui nous montre que en Europe, on fait attention, mais de manière générale, par ailleurs, on a des gens un peu plus agressifs en dehors de nos frontières. Et on laisserait ses clés à un facteur en qui on a confiance, de la même manière qu'on laisse son trousseau numérique à des sites en qui on a confiance. C'est un peu caricatural, mais est-ce que ça fait sens? Moi, je dis souvent, on peut voir, par exemple, dans le positionnement d'Apple, maintenant d'Anthropic versus OpenAI, des vraies positions, dire, nous, on est de votre côté, on est du côté du consommateur, on va vous protéger. Regardez, OpenAI est en train de plonger suite à ses annonces avec le ministère de la Défense américaine, et Anthropic est en train de se créer une cote de confiance extraordinaire avant de son introduction en bourse. Donc on voit que c'est un axe fort pour pouvoir créer un goodwill autour d'une marque, de se dire, moi, je suis respectueux. Alors, je pense que Orange pourrait nous l'expliquer, parce que clairement, de très longue date, je me rappelle que dans le marketing, il y a le permissive marketing, et Orange l'avait mis au cœur même de sa merge marketing, puisque la vraie confiance, c'est quand on vient vous chercher pour rendre le service. Je parle souvent d'approche concierge. Le concierge, par défaut, au début, vous n'allez pas lui filer de la donnée, et puis plus il va vous rendre des services, plus vous dites, s'il me connaît très bien, il va vraiment m'épater et il va vraiment me proposer quelque chose auquel j'aurais pas pensé. Et donc ce contrat win-win, qui est au cœur aussi du RGPD, encore une fois, je donne mes données contre un traitement, mais ce traitement, il faut que je le comprenne pour pouvoir naturellement maintenir mon consentement, il est pour moi indispensable. Et les marques qui veulent réussir dans la SOFA Economy, pour moi, elles n'ont pas d'autre choix que de travailler aussi ce pied fort de la confiance. Claire Basini, je vous donne la parole, et ensuite
ce sera à vous. Tout le Ouais, monde veut causer, c'est quand même sympa. Rapidement, je voulais réagir sur la confiance, qui est un mot extrêmement important aussi pour les médias historiques. Parce que c'est vrai qu'à l'heure des réseaux sociaux et de l'IA, on est tous submergés de fake news, de choses qui ne sont pas, analysées, éditorialisées, etc. Et nous, on veut vraiment être un repère de confiance, que ce soit sur l'information, mais aussi sur le divertissement. Garantie 100% fiabilité, 100% contrôlé. Bah, tout est, nous, on est vraiment une safe place, à la fois pour les utilisateurs, donc bien sûr pour l'info, mais aussi pour le divertissement. Rien n'est mis en ligne qui n'ait pas été regardé. On est par ailleurs très régulé par l'ARCOM, feu le CSA. Et c'est la même chose pour les publicités qu'on diffuse. Tout est extrêmement, il y a toujours une intervention humaine, un check humain, à la fois du contenu, de son intégration, etc. Donc je pense que la confiance, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous et sur lequel il faut qu'on prenne la parole encore plus puissamment. Alexis Trichet, vous souhaitiez réagir? Non, mais juste en quelques mots, comme on parle de confiance, il se trouve que c'est même le nom qu'on a donné au plan stratégique, là, le nouveau qu'on a lancé, qui s'appelle Trust the Future, pour tout le groupe. C'est vrai, ouais. Bon, donc symptomatique de notre époque. Où, voilà, on enfonce un peu les portes ouvertes, mais je pense que toutes les grandes entreprises se disent de toute façon, sans confiance dans l'univers dans lequel on est, on n'a pas des bases solides pour continuer à développer son activité. C'est aussi pour moi simple que ça. Et donc c'est vrai que ça nous amène à faire beaucoup de choses. Que vous ayez confiance dans la qualité du produit et des services qu'on amène sur la connectivité, mais aussi on va dans d'autres terrains autour des enfants, de la capacité à accompagner les parents pour que on fasse du smartphone une place plus sûre pour eux. Et on aura des choses aussi sur les seniors sur lesquelles on est en train de travailler. Oui, c'est justement effectivement donc le point. Il nous reste une petite minute, donc il va falloir aller vite. Et pourtant, c'est paradoxal, mais c'est une question essentielle. C'est que dans la société, on essaie de retarder le plus possible l'attribution d'un smartphone et donc d'un objet de consommation aux enfants. Et là, vous venez de le dire à l'instant, Alexis Trichet, pour les seniors, c'est à peu près pareil, finalement. On a... Ah, j'ai des questions. Peut-être pas sur le smartphone. Oui, mais disons que le sujet de la consommation sur smartphone est sensible au début de la vie et plus à la fin. Comment vous pensez que ça va évoluer ? De moins en moins. La génération actuelle, on va dire des plus de 70, est déjà une génération largement digitalisée et leurs usages de consommation sont aujourd'hui standards. Si vous regardez les plus de 80, probablement on a encore... d'immenses... Mais c'était provocateur. Mais voilà, non, la novation, c'est l'inverse. La novation, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence significative entre les moins de 25 ou les moins de 30 et les plus de 60. Et qu'accessoirement, quand on regarde les paniers de consommation, ceux qui consomment le plus, c'est les plus de 60. Et donc, c'est bien là, que ce soit sur des médias ou que ce soit sur des achats de biens de consommation. Donc, c'est ça la vraie novation, c'est la généralisation. Quelque chose à ajouter? Non, mais on pourrait parler de l'abus de confiance, parce que c'est un autre sujet lié malheureusement au vieillissement et qu'il va falloir traiter, accompagner, parce que là, encore une fois, avec les deepfakes et ainsi de suite, on est au devant de beaucoup de difficultés. Je pense qu'il faut aussi rappeler que le domicile peut devenir du coup un lieu de solitude, hein, notamment malheureusement à vieillesse. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir à deux ensemble ou entouré. Donc voilà, il y a plein de sujets, encore une fois. Il faut du monde sur le canapé. Il faut du monde autour, accompagnant, qui explique, qui éduque, parce que voilà, c'est une éducation permanente. Moi, je tenais juste à rappeler que le domicile, c'est encore très mal compris, sinon par des études qualitatives. Et nous, sur le digital, on n'a que des signaux, et on voit que naturellement, c'est plein de signaux qu'on essaie de réconcilier. Il y a plein d'individus avec plein de différences, avec des âges, avec de l'acceptabilité différente. Et donc là, encore une fois, si on veut demain... il y a de la robotique aujourd'hui, il y a de plus en plus de choses qui captent de la donnée chez nous, il faut y faire attention. Ça marche. Le mot de la fin sera pour Claire Basini, et ensuite nous avons déjà dépassé outrageusement. Une ouverture, puisqu'on a beaucoup parlé de la SOFA Economics, mais moi je crois beaucoup à l'hybridation en réalité, et je pense que ça implique que dans la vraie vie, les boutiques, les expériences live se réinventent pour être au plus près de l'humain et faire vivre des choses qu'on n'aura jamais avec le digital et jamais dans son canapé. Donc je pense que tout va se réinventer et pas que le digital. Tout se réinvente sans cesse et très vite. Merci à tous les cinq. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et Vincent, Non, je voulais juste remercier la coalition, puisque c'est vrai que c'est une initiative collégiale. On a tous bien bossé ensemble. Et j'invite d'ailleurs les entreprises, les marques qui veulent rejoindre la coalition de nous rejoindre pour justement pour élargir le cercle, élargir la connaissance sur, comme vous l'avez vu, un sujet qui est passionnant. Et je vous donne rendez-vous pour effectivement les prochaines étapes du livre. Merci encore.